Une semaine avant le mariage de ma belle-fille, j'ai surpris une conversation où ma famille prévoyait de m'utiliser comme baby-sitter pour 15 enfants durant toute la réception. J'ai donc modifié mes projets. Le jour J, mon fils a appelé, paniqué. « Où es-tu » J'ai ri et je leur ai dit de ne pas m'attendre, ni d'espérer le buffet que j'avais promis de préparer. Je m'appelle Colette, j'ai 72 ans, et jamais je n'aurais pensé devoir donner une leçon aussi sévère à ma propre famille, à mon âge. Pendant des mois, j'avais tout préparé pour le mariage parfait de mon fils Julien. J'avais promis de m'occuper de tout le buffet pour leur faire économiser de l'argent. J'ai estimé que cela me coûterait environ 3 500 € en ingrédients. Mais je le faisais avec amour. Je m'étais également proposé pour décorer la salle, confectionner les centres de table et coordonner les prestataires. C'était mon cadeau pour eux, ma façon de montrer à quel point j'aimais mon fils et combien j'étais heureuse qu'il ait retrouvé l'amour. Amélie semblait être la belle-fille idéale lorsque Julien me l'a présentée il y a 2 ans, toujours très polie avec moi. Elle m'appelait Madame Colette, avec respect. Elle apportait des fleurs quand elle venait à la maison et proposait son aide en cuisine. « Madame Colette, laissez-moi vous aider avec ces plats », disait-elle avec ce sourire charmant. « Votre cuisine est délicieuse. Julien a beaucoup de chance d'avoir grandi en mangeant ainsi. » Julien rayonnait de bonheur. Et, après des années de veuvage, le voir de nouveau amoureux me remplissait le cœur de joie. J'étais dans ma cuisine cet après-midi de mardi, dressant la liste finale des courses pour le buffet, quand j'ai entendu des voix dans le jardin. Mon fils Julien était au téléphone avec un collègue et Amélie discutait avec sa sœur Sophie, venue de Lyon. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'étais concentrée, calculant combien de kilos de viande il me faudrait pour nourrir 150 invités, combien de salades, combien de desserts. Mais j'ai ensuite entendu mon nom, et quelque chose dans le ton d'Amélie m'a fait m'arrêter. Je me suis approchée sans bruit de la fenêtre de la cuisine, donnant sur le jardin, en restant cachée derrière le rideau. « Écoute, Sophie, j'ai déjà tout parfaitement organisé pour les enfants au mariage, » disait Amélie, avec cette voix douce qu'elle utilisait toujours avec moi. « La mère de Julien va s'en occuper pendant toute la fête. Il y a environ 15 enfants, des bébés aux adolescents. Mais elle est super habituée. Comme ça, nous, les adultes, pourront profiter sans interruption gênante. » Sophie a éclaté de rire et a répondu. « Quelle intelligence, ma sœur. La vieille va s'occuper de tous ces gosses bruyants, pendant que vous dansez, buvez et vous amusez. Parfait. Comme ça, ils ne dérangeront pas pendant la cérémonie et ne gâcheront pas les photos de la réception. » « Exactement, » a poursuivi Amélie, et sa voix sonnait différemment, plus froide. « J'ai déjà dit à Julien que sa mère est super douée avec les enfants et qu'elle adore s'en occuper. Elle ne se rendra même pas compte qu'on l'utilise. Elle est toujours prête à aider pour n'importe quoi. C'est comme avoir une nounou professionnelle gratuite pour toute la soirée. En plus, ça l'occupera et elle ne viendra pas interrompre les conversations importantes. » « Et elle a accepté ?» a demandé Sophie. « On ne lui a même pas posé la question directement, » a ri Amélie. Julien lui a juste mentionné qu'il y aurait quelques enfants au mariage, et elle s'est immédiatement proposée pour aider si nous avions besoin. Évidemment, nous avons dit oui. Elle est parfaite pour ce travail. Elle a de l'expérience et ne nous coûtera rien. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle en plein visage. J'étais là, dans ma cuisine, les mains pleines de farine, préparant des biscuits pour leur mariage, dépensant mon argent, mon temps et mon énergie pour rendre leur journée parfaite, pendant qu'elle prévoyait de m'utiliser comme une employée gratuite sans même me le demander. Le mieux dans tout ça, a continué Amélie, c'est que comme elle sera occupée avec les enfants toute la soirée, elle ne pourra pas beaucoup manger du buffet qu'elle prépare. Plus de nourriture pour les invités importants. Les deux se sont mises à rire comme si elles avaient fait la blague la plus drôle du monde. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'elles allaient se l'entendre. 72 ans de vie, à élever des enfants, à m'occuper de mes petits-enfants, à toujours faire passer la famille en premier. Et voilà comment on me remerciait. Comme si j'étais une domestique disponible, 24 heures sur 24.
Je suis restée là, derrière le rideau, sentant la colère monter de mes pieds à ma tête. Mais ce n'était pas seulement de la colère, c'était un mélange de douleur, de déception et d'une humiliation si profonde que j'en avais mal à la poitrine. Pendant 2 ans, j'avais traité Amélie comme la fille que je n'avais jamais eue. Je l'avais accueillie chez moi, à bras ouverts. Je l'avais incluse dans toutes les traditions familiales. Je lui avais enseigné les recettes secrètes, transmises de génération en génération dans ma famille. « Tu sais ce que j'aime aussi dans ce plan ?» a poursuivi Amélie, sans savoir que j'écoutais chaque mot. « Comme la vieille va courir après les enfants toute la nuit, elle ne pourra pas se mêler à nos conversations d'adultes. Tu sais comment sont les belles-mères, toujours à vouloir donner leur avis sur tout et à raconter des histoires ennuyeuses de l'enfance de Julien. » Sophie a éclaté de rire. « Mon Dieu, oui, ma belle-mère est pareille, toujours à interrompre avec ses anecdotes d'il y a 50 ans qui n'intéressent personne. Au moins, la tienne sera utile pour une fois. » Exactement. Et le mieux, c'est que Julien pense que sa mère se propose par amour. Il ne se rend pas compte que nous l'avions prévu ainsi depuis le début. « Les hommes sont si naïfs », a dit Amélie avec un petit rire malicieux. J'ai entendu les pas de Julien s'approcher après avoir terminé son appel. « De quoi rient donc les plus belles ?» a-t-il demandé avec cette voix amoureuse qu'il utilisait toujours avec Amélie. « Je racontais à Sophie à quel point je suis organisée, » a répondu Amélie, changeant immédiatement son ton pour cette douceur que je connaissais si bien. « J'ai déjà tout réglé pour que les enfants des invités ne dérangent pas au mariage. Ta mère va s'en occuper. »« Ma mère est un ange », a dit Julien avec fierté, toujours prête à aider la famille. C'est incroyable l'énergie qu'elle a encore pour courir après des enfants à son âge. « Oui, c'est très pratique d'avoir une belle-mère comme ça, » a murmuré Amélie. Mais Julien n'a pas saisi le sarcasme dans sa voix. Je me suis éloignée de la fenêtre, nauséeuse. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Cette femme qui avait joué la belle-fille parfaite pendant 2 ans, qui m'avait fait me sentir aimée et respectée, qui m'avait appelée « maman » lors d'occasions spéciales, me voyait en réalité comme une employée gratuite et une nuisance. Je suis montée dans ma chambre, les jambes tremblantes. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le même où j'avais dormi avec le père de Julien pendant 30 ans, avant que le cancer ne l'emporte. J'ai regardé les photos de famille sur ma table de chevet. Julien diplômé de l'université, sa première communion, nos vacances à la mer quand il était petit. J'avais consacré ma vie entière à être la meilleure mère possible. Et maintenant que je pensais avoir une fille, je découvrais que je n'étais qu'un outil utile. Les jours suivants, j'ai agi comme si de rien n'était. Quand Julien appelait pour me demander des nouvelles des préparatifs du mariage, je répondais normalement. « Oui, mon fils, tout se passe à merveille. Le buffet sera délicieux. » Quand Amélie venait me rendre visite et me disait « Madame Colette, ne vous inquiétez pas trop pour le mariage. Essayez de vous détendre et de profiter. » Je souriais et hochais la tête. « Bien sûr, ma chérie, je suis très excitée. » Mais à l'intérieur, un plan prenait forme. S'il voulait faire jouer un jeu malhonnête, je pouvais le faire aussi. Après tout, j'avais vécu 72 ans. J'avais élevé des enfants seuls, après être devenue veuve. J'avais géré une entreprise familiale et j'avais survécu à des choses qu'il ne pouvait même pas imaginer. Je n'allais pas me laisser traiter comme une servante sous mon propre nez. Le mercredi matin, 3 jours après avoir entendu cette conversation, j'ai appelé ma meilleure amie Hélène. Nous nous connaissions depuis plus de 40 ans et avions toujours été confidentes. « Hélène, j'ai besoin de te raconter quelque chose. Et ensuite, j'ai besoin que tu m'aides avec un plan. » lui ai-je dit sans préambule. « Oh, Colette, à ton ton de voix, je sais déjà que quelqu'un t'a mise en colère. Raconte-moi tout, » a répondu Hélène avec curiosité. Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début, la conversation que j'avais entendue, ce que j'avais ressenti, comment Amélie s'était comportée avec moi pendant 2 ans. Hélène m'a écoutée en silence et, quand j'ai terminé, elle a soupiré profondément. « Colette, cette fille est une vipère. Comment ose-t-elle te parler ainsi après tout ce que tu as fait pour eux? Tu as dépensé une fortune pour ce mariage.
Tu as consacré des mois à l'organiser, et voilà comment il te remercie. Je sais, Hélène, mais voici le meilleur. J'ai un plan, et j'ai besoin de ton aide. Dis-moi tout. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. » Je lui ai expliqué mon idée étape par étape. Hélène était si enthousiaste qu'elle a commencé à applaudir à l'autre bout du fil. « Colette, tu es géniale! Cette petite gâtée va avoir la surprise de sa vie. Compte sur moi, je te soutiens dans tout. » Le jeudi, j'ai commencé à exécuter la première partie de mon plan. J'ai appelé tous les fournisseurs que j'avais engagés pour le buffet. « Bonjour, c'est Colette Martin. Je dois annuler toutes les commandes pour le mariage de samedi. » Oui, je sais que c'est de dernière minute, mais une urgence familiale est survenue. Certains ont essayé de me facturer des pénalités, mais j'ai réussi à tout annuler en ne payant que de petites amendes. Ensuite, j'ai appelé le fleuriste, où j'avais commandé les arrangements supplémentaires que j'allais offrir. « Excusez-moi, je dois annuler les centres de table pour samedi. » Non, je n'en ai pas besoin pour une autre date. Je n'en aurai tout simplement plus besoin. Le vendredi soir, la veille du mariage, j'ai fait une petite valise. J'ai mis des vêtements pour 2 jours, mes médicaments, mon livre préféré et quelques affaires personnelles. Julien avait appelé plus tôt pour confirmer que tout était prêt. « Maman, comment vont les préparatifs? As-tu besoin que je vienne t'aider avec quelque chose? » « Non, mon fils, tout est parfait. Demain sera une journée merveilleuse, » lui ai-je répondu avec une totale tranquillité. « Maman, tu es la meilleure. Amélie et moi ne savons pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre mariage. Tu n'as pas à me remercier, Julien. Demain, tout se passera exactement comme vous l'avez prévu. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mais ce n'était pas à cause du stress. C'était à cause de l'excitation de savoir que j'allais enfin retrouver ma dignité. Le samedi matin, jour du mariage, je me suis levée plus tôt que jamais. Il était 5 heures du matin, et j'avais déjà les yeux grands ouverts, avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pris une douche, je me suis coiffée, et j'ai mis ma robe préférée, celle de couleur corail, que j'aimais tant, et qui me faisait me sentir élégante. Pas la robe que j'avais prévu de porter pour le mariage, mais une robe spéciale que je gardais pour les grandes occasions. Et celle-ci était définitivement une journée importante. Hélène est arrivée à 7 heures pile, comme nous en avions convenu. Elle avait 2 valises et un sourire complice qui m'a rempli de courage. « Prête pour ta journée de liberté, Colette ?» m'a-t-elle demandé en me serrant fort dans ses bras. « Plus que prête, Hélène. J'attends ce moment depuis 2 ans, sans le savoir. » Nous avions réservé une journée dans un spa de luxe à 2 heures de la ville. Un endroit magnifique, avec vue sur un lac où nous pourrions nous détendre complètement. Le forfait incluait des massages, des soins du visage, un repas gastronomique et une chambre avec jacuzzi. Tout ce que j'avais économisé pour le buffet du mariage, je le dépensais maintenant pour moi-même, pour la première fois depuis des décennies. Avant de partir, j'ai écrit une lettre que j'ai laissée sur la table de la cuisine, là où Julien s'asseyait toujours quand il venait me rendre visite. « Cher Julien, quand tu liras cette lettre, je serai déjà en train de profiter d'un repos bien mérité. Pendant des mois, j'ai tout préparé pour que ton mariage soit parfait. Mais j'ai appris que Amélie et toi aviez d'autres plans pour moi. Apparemment, mon rôle lors de votre journée spéciale était d'être la baby-sitter gratuite de 15 enfants pendant toute la fête, sans que personne ne prenne la peine de me demander si je voulais de ce travail. Comme le buffet que j'ai promis faisait également partie de mes obligations non consultées, j'ai décidé de tout annuler. J'espère que vous trouverez une solution rapide. Je reviendrai dimanche soir. Avec amour, mais avec dignité, maman. » Pendant qu'Hélène chargeait les valises dans la voiture, j'ai fait un dernier tour de ma maison. J'ai regardé la cuisine où j'avais prévu de cuisiner toute la matinée pour le buffet, la salle à manger, où j'avais organisé les centres de table, le salon, où j'avais essayé différents arrangements floraux. Tout cela avait été fait avec amour, mais cet amour avait été mal interprété comme une obligation. « Colette, tu es sûre de ça ?» m'a demandé Hélène quand je suis montée dans la voiture. « Parce qu'une fois que nous aurons démarré, il n'y aura pas de retour en arrière.
Hélène, j'ai 72 ans. Si je ne me respecte pas maintenant, quand le ferai-je? Démarre la voiture. Le voyage vers le spa a été libérateur. Pendant que nous regardions le paysage défiler, Hélène et moi avons parlé de tout ce que nous avions vécu ensemble, au fil des ans. Tu te souviens quand nos enfants étaient petits et que nous pensions que les plus gros problèmes étaient moi qu'ils ne voulaient pas manger de légumes? Harry Hélène. Maintenant, ces problèmes simples me manquent, lui ai-je répondu. Au moins, à cette époque, quand on faisait quelque chose par amour, c'était reçu comme de l'amour, pas comme de la servitude. Nous sommes arrivés au spa à 10 heures du matin. L'endroit était encore plus beau que ce que j'avais vu sur les photos en ligne. Des jardins parfaitement entretenus, une vue spectaculaire sur le lac et une atmosphère de paix qui m'a immédiatement apaisée. La réceptionniste nous a accueillis avec du champagne. « Bienvenue, mesdames. Vos chambres sont prêtes et vos soins commenceront dans 1 heure. Est-ce une occasion spéciale? » « Oui, » ai-je répondu avec un sourire sincère. Je célèbre mon indépendance. Alors que je m'installais dans ma belle chambre avec vue sur le lac, j'ai commencé à imaginer ce qui se passait en ville. Le mariage devait commencer à 16 heures, mais les préparatifs du buffet commençaient normalement très tôt. Julien m'appellerait probablement dès 9 heures pour demander si j'avais besoin d'aide pour charger la nourriture. À 11h30, juste au moment où j'entrais pour mon premier massage, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Julien. J'ai laissé sonner. 5 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Et encore une fois, j'ai éteint le téléphone. « Madame Colette, tout va bien ?» a demandé la masseuse en voyant mon sourire. « Tout est parfait, ma chère. Continuez, s'il vous plaît. » Pendant les 3 heures de suivantes, je me suis entièrement consacrée à profiter. Le massage aux pierres chaudes a détendu des muscles que je ne savais pas tendus. Le soin du visage m'a laissé la peau radieuse. Hélène et moi avons déjeuné au restaurant du spa. Une nourriture délicieuse que je n'avais pas eu à cuisiner, servie par des personnes qui m'ont traitée avec respect et gentillesse. « Tu sais ce que j'aime le plus dans tout ça ?» ai-je dit à Hélène alors que nous buvions du vin blanc sur la terrasse avec vue sur le lac. « Quoi donc ? Que pour la première fois en 2 ans, je fais exactement ce que je veux faire, quand je veux le faire, sans avoir à demander à personne si c'est bien ou s'ils ont besoin que je fasse autre chose d'abord. » Hélène a levé son verre. Je trinque à ça et à la tête que doit faire Amélie en ce moment. À 15 heures, j'ai décidé de rallumer mon téléphone. J'avais 17 appels manqués de Julien, 8 messages textes et, étonnamment, 3 appels d'Amélie. Julien ne m'avait jamais appelé autant de fois de suite de toute sa vie, même lorsque son père était à l'hôpital. Les messages textes étaient de plus en plus désespérés. « Maman, où es-tu ? Nous t'appelons depuis ce matin. Maman, j'ai trouvé ta lettre. S'il te plaît, appelle-moi d'urgence. Maman, le mariage commence dans 1 heure. S'il te plaît, réponds. Maman, où est la nourriture? Les invités arrivent déjà. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous parler de ça après le mariage? Maintenant, nous devons régler le problème du buffet. Maman, Amélie pleure. S'il te plaît, aide-nous. Le dernier message était arrivé il y a 15 minutes. Maman, je sais que tu es en colère, mais il y a 15 enfants ici, et nous ne savons pas quoi faire d'eux. Leurs parents nous demandent qui va s'en occuper. J'ai respiré profondément et j'ai composé le numéro de Julien. Il a répondu à la première sonnerie. « Maman, où es-tu » a-t-il crié avec un désespoir que je ne lui avais jamais entendu. « Bonjour mon fils, je suis dans un magnifique spa avec Hélène, en train de profiter d'un massage au chocolat. Comment se passe ton mariage ?»« Maman, ça ne peut pas être vrai. Les invités sont déjà arrivés et il n'y a pas de nourriture. Les serveurs demandent où est le buffet. Amélie n'arrête pas de pleurer. Oh, mon fils, vous n'avez pas lu ma lettre? Je vous ai tout expliqué. J'ai annulé le buffet quand j'ai appris que mon vrai travail était d'être nounou, pas invité. Mais maman, le mariage a déjà commencé. On ne peut pas annuler maintenant. Julien, tu es un homme adulte de 45 ans, avec un bon travail et une fiancée qui est apparemment très bonne organisatrice.
Je suis sûre que vous allez trouver une solution. Y a-t-il un restaurant rapide à proximité? Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Mon fils, je n'ai jamais été plus sérieuse de ma vie. Profitez de votre mariage. Nous allons profiter de notre spa. Ah, et ne m'attendez pas demain matin. Nous allons prendre le petit déjeuner ici aussi. Attends, maman. Amélie veut te parler. J'ai entendu des bruits, des pleurs en fond et des voix désespérées. Puis, la voix d'Amélie, sans le ton doux habituel. Colette, vous ne pouvez pas nous faire ça. Vous aviez promis le buffet. Il y a 150 personnes, ici. Amélie, ma chère, ai-je répondu avec la voix la plus calme possible. J'ai promis le buffet quand je pensais être une invitée spéciale à votre mariage. Mais quand j'ai appris que j'étais en réalité l'employée gratuite, j'ai changé d'avis. Comme on dit, le travail mérite salaire, et je n'ai jamais été payée pour mes services. Mais les enfants, il y a 15 enfants ici, et leurs parents s'attendent à ce que quelqu'un s'en occupe. Oui, j'imagine que ça doit être très difficile. N'as-tu pas une sœur qui pourrait t'aider? Comment s'appelait-elle? Sophie. J'ai entendu dire qu'elle pense que je suis très douée avec les enfants. Le silence à l'autre bout du fil a été délicieux. Il a duré quelques secondes, qui ont semblé une éternité. Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan. Des enfants qui pleuraient, des adultes qui parlaient fort, et ce qui ressemblait à quelqu'un déplaçant des tables et des chaises, désespérément. Comment savez-vous pour Sophie? Balbutia Amélie. Et pour la première fois en 2 ans, sa voix semblait brisée, sans cette fausse assurance qu'elle affichait toujours. Ma chérie, on apprend beaucoup de choses à 72 ans. L'une d'elles est que les murs ont des oreilles, surtout quand les gens parlent si fort dans le jardin de ma maison. Colette, s'il vous plaît, nous pouvons en parler plus tard. Maintenant, j'ai besoin que... Non, Amélie, tu n'as besoin de rien de ma part. D'après ce que j'ai entendu, ce dont tu as besoin, c'est d'une nounou professionnelle. Je te suggère de regarder dans les pages jaunes. Je crois qu'elles facturent environ 25 € de l'heure par enfant. Voyons, 15 enfants pendant 6 heures. Ça fait 2250 €. Bon marché comparé aux 3500 € que j'ai dépensés pour votre buffet. J'ai entendu Amélie crier à quelqu'un en arrière-plan. « Julien, ta mère est devenue folle. Elle dit qu'elle sait tout ce dont nous avons parlé. » Puis j'ai de nouveau entendu la voix de Julien. Mais elle sonnait différemment, plus grave, comme quand il était enfant, et savait qu'il avait fait une bêtise. « Maman, tu as entendu quand nous parlions dans le jardin? » J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, mon fils. Par exemple, que je suis une vieille, bonne à occuper, pour qu'elle n'interrompe pas les conversations importantes des adultes. J'ai aussi entendu que je suis apparemment tellement habituée à garder des enfants que je ne me rendrai même pas compte qu'on m'utilise. Et ma préférée, que c'est comme avoir une nounou professionnelle gratuite pour toute la nuit. Le silence fut encore plus long. Cette fois, Hélène, qui avait écouté toute la conversation depuis sa chaise sur la terrasse, me fit un signe d'approbation avec les pouces levés. « Maman !» commença Julien d'une voix d'enfant réprimandée. « Julien, tu as 45 ans. Tu es un homme adulte, brillant, intelligent. Sérieusement, il ne t'est jamais venu à l'esprit de me demander si je voulais passer tout le mariage à courir après 15 enfants, au lieu de profiter de la célébration de mon fils unique? Nous pensions que tu aimais garder les enfants. J'aime garder mes petits-enfants de temps en temps, Julien. Je n'aime pas être la nounou officielle du mariage sans que personne ne me consulte. Et je n'aime certainement pas entendre que ma belle-fille pense que je suis une nuisance qu'il faut occuper pour qu'elle ne dérange pas. Amélie n'a pas dit ça. Julien, j'ai 72 ans. Je n'ai pas Alzheimer. J'ai entendu chaque mot. J'ai entendu quand ta femme a dit à sa sœur que c'était malin d'avoir une nounou gratuite. J'ai entendu quand elles ont ri du fait que je ne pourrais pas beaucoup manger du buffet parce que je serais occupée. J'ai entendu quand Sophie a dit qu'au moins sa belle-mère serait utile pour une fois. Cette fois, le silence fut interrompu par les cris d'un enfant en arrière-plan et la voix d'une femme qui disait « Où est la dame qui devait s'occuper des enfants ?»
Mon fils s'est échappé et court dans tout le jardin. Voilà ta réponse, mon fils. Le spectacle a commencé. Maman, s'il te plaît, viens. Nous te paierons. Nous te donnerons 600 € pour garder les enfants. J'ai ri si fort qu'Hélène a sursauté. 600 €, Julien. Il y a 5 minutes, c'était une faveur familiale que je devais faire par amour. Et maintenant que vous vous rendez compte que je ne suis pas aussi bête que vous le pensiez, vous voulez me payer 600 € pour ruiner ma robe corail en courant après des enfants que je ne connais même pas? 2500 a crié Julien de fond. Amélie, ma chère, il n'y a pas assez d'argent au monde pour que j'aille à ce mariage maintenant. Mais je vais te donner un conseil gratuit. La prochaine fois que tu prévois d'utiliser quelqu'un comme employé, demande-lui d'abord. C'est de la bonne éducation. 2500 € a crié Julien. Et maintenant, il semblait complètement désespéré. Julien, mon fils, écoute-moi bien. Si tu avais 2500 € pour me payer pour être nounou, tu avais aussi de l'argent pour engager un traiteur au lieu de me faire dépenser ma retraite pour le buffet de ton mariage. Mais il s'est avéré qu'il était plus pratique que maman paie tout et travaille en plus gratuitement, n'est-ce pas? Hélène m'a servi plus de vin et a murmuré « Tu es brillante, mon amie. »« Maman !» La voix de Julien semblait maintenant brisée. « S'il te plaît, ne me fais pas ça. C'est mon mariage. »« Julien, je ne te fais rien. C'est vous qui m'avez fait quelque chose. Toi et ta fiancée avez décidé que j'étais votre employé personnel sans me consulter. Je décide simplement que je n'accepte pas ce travail. Mais nous ne pouvons plus trouver de traiteur à cette heure. Les invités vont avoir faim. Tu sais quoi, mon fils? Ça s'appelle la planification. Quand on organise un mariage, on est censé s'assurer d'avoir de la nourriture et une nounou. Vous avez supposé que vous aviez les deux gratuitement, mais vous vous êtes trompé. Colette, venez à Chartres tout de suite, ou nous ne vous pardonnerons jamais, a crié Amélie. Et maintenant sa vraie personnalité sortait complètement. La voilà, ai-je dit à Hélène en couvrant le téléphone. La voilà, la vraie Amélie. J'ai découvert le téléphone et j'ai répondu avec la voix la plus calme du monde. Amélie, ma chère, il n'y a rien à pardonner. Vous avez prévu de m'utiliser. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. C'est aussi simple que ça. Et franchement, après avoir entendu ton vrai ton de voix, je suis très heureuse de ne pas être là. Vous êtes une vieille égoïste. Vous avez ruiné mon mariage, a crié Amélie. Non, ma chérie. Tu as ruiné ton mariage quand tu as décidé qu'il était plus important d'économiser de l'argent que de traiter ta belle-mère avec respect. J'ai seulement décidé de ne pas être complice de ma propre humiliation. Julien a repris le téléphone. Maman, les enfants courent ça partout. L'un est entré dans la cuisine et a renversé tout le gâteau. Un autre s'est caché sous la table d'honneur. Les parents sont furieux. Julien, et où est l'intelligente Sophie? Ne peut-elle pas aider sa sœur avec les enfants? Sophie dit qu'elle ne savait pas qu'elle devait garder des enfants, que c'était ton travail. Comme c'est pratique. La même Sophie qui riait du fait que la vieille allait s'occuper de tous les mômes braillards. Maintenant, il s'avère qu'elle ne peut pas aider. Maman, s'il te plaît. Julien, je vais raccrocher maintenant parce que mon massage au chocolat m'attend. Mais avant, laisse-moi te dire quelque chose. J'espère que cette expérience t'apprendra que ta mère n'est pas ton employé personnel. Je suis une femme de 72 ans qui mérite le respect, pas une servante que tu peux utiliser quand ça t'arrange. Attends, maman? Quoi, Julien? Tu ne vas vraiment pas venir? Je ne viendrai vraiment pas. Profitez de votre mariage. Nous allons profiter de notre spa, et demain, nous verrons. D'abord, je veux que tu réfléchisses à ce qui s'est passé ici, et je veux que ta femme réfléchisse à ce que signifie avoir une famille. Mais maman... Julien, je dois raccrocher. Ma masseuse m'attend, et contrairement à vous, elle me traite avec respect, parce qu'elle est payée pour ses services. J'ai raccroché le téléphone et l'ai mise en silencieux. Hélène applaudissait. « Colette, c'était magistral! Comment te sens-tu? » « Je me sens libre, Hélène. Pour la première fois en 2 ans. Je me sens complètement libre.
Après avoir raccroché, je suis restée assise sur la terrasse du spa, regardant le lac et ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Hélène m'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Colette, es-tu sûre d'avoir bien fait ?» me demanda-t-elle en prenant une gorgée de son vin. « Je veux dire, je sais que tu avais raison, mais Julien est ton fils unique. » « Hélène, c'est précisément parce que c'est mon fils unique que je dois lui donner cette leçon. Si je ne le fais pas maintenant, Amélie le transformera en quelqu'un qui traite sa propre mère comme une employée de maison, et je ne le permettrai pas. » Pendant les 2 heures suivantes, mon téléphone vibra constamment, mais je le gardais en mode silencieux. Hélène et moi profitâmes de nos soins au spa comme si de rien n'était. Le soin du visage au collagène me laissa la peau douce, comme celle d'une jeune fille, et le massage aux huiles aromatiques détendit des muscles tendus depuis des années par le stress de vouloir être la grand-mère parfaite. « Tu sais ce qu'il y a de plus drôle dans tout ça ?» dis-je à Hélène, alors que nous étions dans le jacuzzi avec vue sur le coucher de soleil. « Quoi donc ? Que pendant 2 ans, je me suis tellement efforcée d'être la belle-mère idéale que j'ai perdu ma propre identité. Je cuisinais ce qu'elle aimait, je décorais comme elle le trouvait joli. J'ai même changé ma façon de m'habiller pour correspondre à son image de la grand-mère parfaite. J'ai toujours trouvé ça bizarre, admit Hélène. Toi qui as toujours été si indépendante, tu semblais soudainement demander la permission pour tout. Tu avais raison. Et le pire, c'est que plus je m'efforçais de lui plaire, moins elle me respectait. Pour elle, ma volonté d'aider était de la faiblesse, pas de l'amour. À 20h, je décidai de consulter mon téléphone. J'avais 43 appels manqués, 26 messages textes et, à ma grande surprise, plusieurs messages de numéros inconnus. Apparemment, certains membres de la famille avaient obtenu mon numéro pour essayer de me convaincre de revenir. Les messages étaient de plus en plus désespérés et révélateurs. Julien. Maman, nous avons dû commander des pizzas pour tous les invités. Nous avons dépensé 1200 € en pizza. Julien. Maman, les parents de 3 enfants sont déjà partis, furieux parce que personne ne pouvait s'occuper d'eux. Julien. Maman, Amélie est dans la salle de bain en train de pleurer. Elle dit que tu as ruiné le jour le plus important de sa vie. Julien. Maman, le photographe demande s'il peut prendre des photos de famille. Je lui ai dit que la grand-mère ne pouvait pas venir. Un numéro inconnu. Je suis Michel, le père d'Amélie. S'il vous plaît, Madame Colette, venez nous aider. Ma fille est dévastée. Un autre numéro inconnu. Colette, c'est Sophie. Je sais que vous avez entendu notre conversation. S'il vous plaît, pardonnez-nous, c'était juste une blague. Je ris en lisant le message de Sophie. Une blague, Hélène. Prévoir d'utiliser quelqu'un comme employée gratuite est une blague très coûteuse. Mais le message qui attira le plus mon attention provenait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Colette, je suis Carmen, la mère d'un des enfants au mariage. Je voulais vous dire que plusieurs parents sont très contrariés, car on nous avait dit qu'il y avait quelqu'un pour s'occuper des enfants. Et il s'avère qu'il n'y a personne. Certains d'entre nous sont déjà partis. Ce qu'ils vous ont fait n'est pas bien. Regarde ça, Hélène. Je montrai le message à Hélène. Apparemment, je ne suis pas la seule à penser que ce qu'ils ont fait était mal. Bien sûr que non. Toute personne décente se rendrait compte que traiter ainsi la mère du marié est inacceptable. À 21h, alors que nous dînions dans l'élégant restaurant du spa, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. Ma belle-sœur Élise, la sœur de mon défunt mari. Colette. Que se passe-t-il? Julien m'a appelé en pleurant, disant que tu n'es pas allée à son mariage. Élise avait toujours été directe et honnête avec moi. Je lui racontais toute l'histoire depuis le début, y compris la conversation que j'avais entendue et ce que j'avais ressenti. « Colette, tu as parfaitement agi », me dit-elle sans une seconde d'hésitation. « Si mon frère était vivant, il serait allé lui-même chercher Julien pour lui donner une leçon. Personne ne traite sa mère comme ça, surtout après tout ce que tu as fait pour cette famille. Tu penses vraiment que j'ai bien fait, Élise ? Colette,
Je connais Julien depuis sa naissance. C'est un bon garçon. Mais cette femme le manipule complètement. Il était temps que quelqu'un lui ouvre les yeux. Et si cette personne devait être toi, sa propre mère, alors qu'il en soit ainsi. Élise me raconta que d'autres membres de la famille avaient déjà appris ce qui s'était passé, car Julien avait appelé tout le monde pour demander de l'aide. La plupart sont de ton côté, Colette. Ta cousine Rose dit qu'Amélie lui a toujours paru fausse, et ton neveu Charles est furieux contre Julien pour t'avoir traité ainsi. Après avoir parlé à Élise, je me sentis plus sûre de ma décision. Je n'étais pas une mère cruelle. J'étais une mère qui se respecte et qui apprend à son fils à faire de même. À 22h, Hélène et moi nous retirâmes dans nos chambres. J'avais une magnifique suite avec une terrasse privée donnant sur le lac. Je mis ma chemise de nuit la plus confortable, me servis un verre de vin de la bouteille du mini-bar et m'assis sur la terrasse pour regarder les étoiles. Mon téléphone continuait de vibrer constamment, mais cela ne me dérangeait plus. Chaque vibration était une confirmation que j'avais pris la bonne décision. Si Julien et Amélie étaient vraiment désolés de ce qu'ils avaient fait et fait, ils auraient envoyé un message s'excusant sincèrement, au lieu de continuer à essayer de me manipuler pour que je résolve leurs problèmes. Finalement, à 23h, je décidai de lire tous les messages arrivés au cours des 3 dernières heures. Julien. Maman, le mariage est terminé. C'était un désastre total. Julien. Maman, les enfants ont cassé 2 centres de table et ont taché la robe d'une invitée. Julien. Maman, la sœur d'Amélie a dû s'occuper de quelques enfants et elle est furieuse contre nous. Julien. Maman, Amélie dit qu'elle ne me pardonnera pas que ma mère ait ruiné son mariage. Julien. Maman, pourquoi me fais-tu ça? Je pensais que tu m'aimais. Ce dernier message me fit mal au cœur, mais il me confirma aussi que Julien n'avait toujours rien compris. Il ne s'agissait pas d'amour, mais de respect. Je pouvais aimer mon fils de tout mon cœur, et en même temps, refuser de lui permettre de me manquer de respect. Je décidai de répondre uniquement à ce dernier message. Julien, c'est précisément parce que je t'aime que je ne permets pas que tu me traites comme une employée. Un fils qui aime sa mère ne prévoit pas de l'utiliser sans la consulter. Un fils qui aime sa mère ne permet pas que sa femme se moque d'elle. Je t'aime, mais je m'aime aussi. Et il était temps que tu le saches. La réponse arriva immédiatement. Maman, Amélie dit qu'il serait peut-être préférable que nous déménagions dans une autre ville. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre au même endroit que quelqu'un qui a ruiné son mariage. Je lus ce message 3 fois avant de répondre. Amélie jouait sa dernière carte, faire du chantage affectif à Julien, menaçant de l'emmener loin de moi. Julien, si Amélie veut déménager parce qu'elle ne peut pas faire face aux conséquences de ses actes, c'est une décision que vous devez prendre en tant qu'adulte. Mais sache qu'une femme qui t'aime vraiment ne t'éloignerait jamais de ta famille pour te punir de quelque chose que tu n'as pas fait. Il n'y eut pas de réponse après cela. Je restais sur la terrasse jusqu'à très tard, écoutant le bruit de l'eau du lac et ressentant une tranquillité profonde. Pour la première fois en 2 ans, je n'étais pas préoccupée de savoir si j'avais plu à quelqu'un d'autre. Je ne pensais pas à ce que je pourrais cuisiner demain pour Julien, ni à quel service je pourrais rendre à Amélie, ni à comment être une meilleure belle-mère. Je pensais à moi, à Colette, à la femme de 72 ans qui avait élevé un fils merveilleux, qui avait maintenu un mariage heureux pendant 30 ans, qui avait survécu au veuvage avec dignité et qui méritait d'être traitée avec respect par sa propre famille. Cette nuit-là, je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le dimanche matin, je me réveillais avec une sensation étrange. Je me sentais reposée et en paix. Il y a longtemps que je ne m'étais pas levée sans cette anxiété constante de penser à ce que je devrais faire pour que tout le monde soit content. Hélène et moi avions convenu de nous retrouver pour le petit déjeuner à 9h. Mais j'étais déjà réveillée depuis 7h, profitant du silence et de la vue sur le lac depuis ma terrasse. Mon téléphone était resté silencieux toute la nuit, ce qui me parut plus significatif que tous les messages désespérés de la veille. Soit Julien avait enfin compris le message, soit il était tellement en colère qu'il avait décidé de ne plus me parler.
L'une ou l'autre de ces options me semblait meilleure que de continuer à recevoir des messages cherchant à me manipuler. Quand Hélène et moi nous retrouvâmes au restaurant du spa pour le petit déjeuner, elle me regarda avec curiosité. « Tu as l'air différente, Colette. Plus légère. » « Je me sens différente, Hélène. C'est comme si j'avais porté un poids énorme sur les épaules pendant 2 ans et que je m'en étais enfin débarrassée. » Nous commandâmes un petit déjeuner complet avec des fruits frais, du yaourt, des crêpes et du café. Pendant que nous mangions, nous parlâmes de tout sauf du mariage. Nous discutâmes de nos projets pour les mois à venir, des livres que nous voulions lire, des voyages que nous avions rêvé de faire, mais que nous reportions toujours pour être disponibles pour les besoins de nos familles. « Tu sais quoi, Hélène ? Je pense que nous allons faire ce voyage en Italie que nous avons toujours prévu. »« Vraiment ? Tu ne vas pas attendre de voir si Julien et Amélie ont besoin de toi pour garder leurs futurs enfants ? Julien a 45 ans. S'il décide d'avoir des enfants, il peut engager une nounou comme le font tous les gens normaux. Je serai disponible en tant que grand-mère, pas en tant qu'employée de maison. » Après le petit déjeuner, nous décidâmes de prolonger un peu notre séjour. Nous réservâmes le jacuzzi privé pour 2 heures de plus et passâmes la matinée à nous détendre complètement. C'était la première fois depuis des années que je passais autant de temps à ne penser qu'à mon bien-être. À midi, alors que nous préparions nos affaires pour rentrer, je décidai de rallumer mon téléphone. J'avais 3 nouveaux messages, tous de Julien, envoyés à l'aube. « Maman, Amélie et moi avons parlé toute la nuit. Elle est très blessée, mais elle admet que nous ne t'avons peut-être pas bien traitée. Pouvons-nous parler à ton retour ?» Les messages m'étaient différents, moins désespérés, plus réfléchis. Mais je remarquais aussi quelque chose d'important. Il n'y avait aucune excuse réelle, juste l'admission qu'il ne m'avait peut-être pas bien traitée. Peut-être n'était pas suffisant pour ce qui s'était passé. Je décidai de ne pas répondre tout de suite. Je voulais rentrer chez moi, m'installer dans mon lit et bien réfléchir à ce que je voulais dire et comment je voulais le dire. Le voyage de retour fut calme. Hélène et moi discutâmes de ce que ce week-end avait signifié pour moi. « Tu sais quelle est la chose la plus importante que j'ai apprise, Hélène ? Qu'on peut aimer sa famille tout en fixant des limites. Pendant toutes ces années, j'ai pensé qu'aimer signifiait dire oui à tout. Mais maintenant je comprends que parfois, aimer signifie dire non. C'est une leçon que beaucoup de femmes de notre génération doivent apprendre, » me répondit Hélène. « On nous a élevés en nous faisant croire que notre valeur dépendait de combien nous nous sacrifions pour les autres. » J'arrivai chez moi à 17 heures. La maison semblait différente, comme si elle avait été vide bien plus longtemps que 2 jours. Je me préparai un thé, mis mes vêtements les plus confortables et m'assis dans mon fauteuil préféré du salon. Il était temps de décider ce que j'allais faire ensuite. À 18 heures pile, la sonnette retentit. Je regardai par la fenêtre et vis la voiture de Julien garée dehors. Il se tenait à ma porte, seul, la tête baissée. Je respirai profondément et allai ouvrir. « Bonjour, maman », me dit-il d'une voix douce. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Bonjour, Julien, entre. » Nous nous assîmes dans le salon, lui sur le canapé et moi dans mon fauteuil. Le silence se prolongea quelques minutes jusqu'à ce que Julien prenne enfin la parole. « Maman, je dois te demander pardon. Je t'écoute. Amélie et moi avons parlé toute la nuit après le mariage. Au début, elle était furieuse contre toi. Mais quand je lui ai raconté exactement ce que tu avais entendu, elle s'est rendue compte à quel point tout ce qu'elle avait dit était horrible. Et toi, tu t'en es rendu compte aussi ? » Julien baissa encore plus la tête. « Oui, maman. Je me suis rendu compte que pendant 2 ans, je t'ai traité comme si tu étais mon employée, au lieu de ma mère. Et qu'est-ce que ça te fait ? Je me sens horriblement mal. J'ai honte. Mon père doit se retourner dans sa tombe en voyant comment j'ai traité la femme qu'il a aimée pendant 30 ans. La mention de son père me toucha au cœur. Mais je gardais mon sang-froid. Julien, je veux que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé avec le mariage. Il s'agit de 2 ans à supposer que j'étais disponible pour tout,
sans jamais me demander si je voulais le faire. Je sais, maman. Et tu as raison. Quand Amélie suggérait que nous te demandions de l'aide pour quelque chose, je ne prenais jamais le temps de me demander si c'était juste pour toi. Je pensais juste « Maman dit toujours oui, donc il n'y a pas de problème. » Et Amélie, comment se sent-elle vraiment? Julien soupira profondément. Elle a honte. Elle dit qu'elle n'a jamais eu de belle-mère avant et qu'elle ne savait pas comment se comporter avec toi. Mais elle reconnaît que ce qu'elle a dit sur toi, avec Sophie, était très mal. Julien, est-ce qu'elle reconnaît ça? Ou est-ce que tu essaies d'adoucir ce qu'elle pense vraiment? Non, maman, elle le reconnaît. En fait, elle veut venir s'excuser personnellement, mais je lui ai dit que je devais d'abord te parler. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Le jardin semblait négligé. J'avais été si occupée par les préparatifs du mariage que je n'avais pas eu le temps de m'occuper de mes fleurs. Julien, je dois te poser une question très directe, et je veux que tu me répondes honnêtement. Dis-moi, maman, est-ce qu'Amélie me respecte en tant que personne, ou me voit-elle comme une ressource utile disponible quand elle en a besoin? Julien resta silencieux un long moment. « Ah, maman, je pense que jusqu'à hier, les deux choses s'étaient confondues. Mais après avoir vu les conséquences de te traiter comme une ressource, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu de vue la personne. Et toi, tu me vois comme ta mère ou comme ton employé personnel? Maman, cette question me fait mal, mais je comprends pourquoi tu la poses. Et la réponse honnête est que pendant ces 2 ans, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à te voir plus comme quelqu'un qui résolvait mes problèmes que comme ma mère, qui méritait d'être consultée et respectée. Je me rassis et le regardai droit dans les yeux. Julien, j'apprécie ton honnêteté, mais je veux que tu comprennes que les choses vont changer à partir de maintenant. Je comprends, maman. De quoi as-tu besoin de notre part? J'ai besoin que la prochaine fois que vous voudrez me demander une faveur, vous me demandiez si je peux et si je veux le faire. Pas que vous supposiez que je dirais oui. J'ai besoin que vous me traitiez comme une invitée lors de vos événements familiaux, pas comme le personnel de service. Et j'ai besoin qu'Amélie comprenne que je suis la mère de son mari, pas son employé. Tout cela est juste, maman. Autre chose? Oui. J'ai besoin que vous compreniez que j'ai le droit de dire non sans donner d'explication. Et que quand je dirai non, vous n'essaierez pas de me manipuler ou de me faire sentir coupable pour que je change d'avis. Compris? Et Julien, une dernière chose. La prochaine fois qu'Amélie parlera mal de moi à quelqu'un, tu me défendras. Tu ne resteras pas silencieux pendant que ta femme me manque de respect. Julien hocha vigoureusement la tête. Tu as raison, maman. J'aurais dû te défendre dès le début. Nous restâmes silencieux quelques minutes. Je pouvais voir que Julien était en train de digérer tout ce que nous avions dit. « Maman, est-ce que tu me pardonnes? » « Julien, tu es mon fils, et je t'aimerai toujours. Mais le pardon est quelque chose qui se construit avec des actions, pas seulement avec des mots. J'ai besoin de voir de réels changements dans la façon dont vous me traitez, avant de pouvoir dire que tout est pardonné. C'est juste. Et Amélie, tu lui donneras une chance de s'excuser? Si elle veut s'excuser sincèrement, non pas parce que tu le lui as demandé, mais parce qu'elle regrette vraiment la façon dont elle m'a traitée. Alors oui, je l'écouterai. Elle veut le faire, maman, mais elle a peur que tu la rejettes. Julien, je ne rejette pas les personnes qui s'excusent sincèrement, mais je n'accepte pas non plus les fausses excuses, juste pour maintenir la paix. Je comprends. Quand serait-ce un bon moment pour qu'elle vienne? Donne-lui quelques jours pour bien réfléchir à ce qu'elle veut dire. Et Julien, assure-toi qu'elle comprenne que je n'attends pas d'elle, qu'elle prétende que nous sommes les meilleurs amis du jour au lendemain. J'attends juste un respect de base. Julien resta un peu plus longtemps chez moi. Et pour la première fois depuis longtemps, nous eûmes une vraie conversation de mère à fils, pas de patronne à employé. Il me raconta comment il s'était senti pendant le mariage, en voyant les invités se demander pourquoi il n'y avait pas de repas préparé et pourquoi les enfants couraient sans surveillance partout. « Maman, quand les parents ont commencé à me demander
Où était la personne qui devait s'occuper des enfants? Je me suis rendu compte que nous ne t'avions jamais demandé si tu voulais faire ce travail. Nous l'avions simplement supposé. Et comment t'es-tu sentie quand tu t'en es rendu compte? Je me suis sentie comme un idiot, maman. Et j'ai eu honte que ma propre mère doive m'apprendre une leçon aussi fondamentale sur le respect. Quand Julien partit ce soir-là, je restais à réfléchir à notre conversation. Il semblait sincèrement repentant, mais je savais aussi que les excuses sont faciles quand on est confronté aux conséquences de ses actes. Le véritable test serait de voir si les changements dureraient au-delà de cette crise. Les 3 jours suivants furent calmes. Je ne reçus aucun appel demandant des faveurs, aucun message supposant que je serais disponible pour quelque chose. C'était une sensation étrange mais libératrice. Pour la première fois en 2 ans, mes journées m'appartenaient entièrement. Le mercredi après-midi, Julien m'appela. « Maman, Amélie voudrait venir te parler demain après-midi si tu es d'accord. Est-elle sûre de vouloir le faire? Ou se sent-elle obligée? » « Elle est sûre, maman. Elle a été très silencieuse ces derniers jours, réfléchissant à tout ce qui s'est passé. »« D'accord. Dis-lui de venir demain à 16h. »« Merci, maman. Cela signifie beaucoup pour nous deux que tu lui donnes cette chance. Julien, je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour moi. Parce que je veux savoir si cette situation a une solution ou si je dois accepter que ma belle-fille et moi ne nous entendrons jamais bien. » Le jeudi à 16h pile, la sonnette retentit. Quand j'ouvris la porte, je fus surprise de voir Amélie. Elle avait l'air complètement différente de d'habitude. Elle ne portait pas de maquillage, avait les cheveux attachés en une simple queue de cheval et portait un jean et un chemisier simple. Mais le plus remarquable était son expression. Elle n'avait plus ce sourire parfait qu'elle affichait toujours. Elle semblait vulnérable, presque fragile. « Bonjour, Madame Colette, » me dit-elle d'une voix douce. « Merci de me recevoir. Entre, Amélie. Assieds-toi où tu veux. » Elle s'assit sur le bord du canapé, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. Je m'assis dans mon fauteuil et attendis qu'elle parle. « Je ne sais pas par où commencer, » admit-elle après quelques minutes de silence. « Commence par là où tu te sens à l'aise. Madame Colette, je veux vous demander pardon pour tout ce que j'ai dit sur vous. C'était cruel, irrespectueux et complètement injuste. »« Et pourquoi l'as-tu dit ?» Amélie baissa la tête. « Parce que j'ai 26 ans et je n'ai jamais eu de belle-mère avant. Ma mère est décédée quand j'avais 15 ans et mon père s'est remarié avec une femme qui ne m'a jamais aimée. Quand j'ai rencontré Julien et vous, je ne savais pas comment gérer le fait d'avoir à nouveau une figure maternelle. Et ta solution a été de me traiter comme une employée ? Ce n'était pas conscient, Madame Colette. Au début, vous m'intimidiez beaucoup. Vous êtes si sûre de vous, si douée dans tout ce que vous faites, si aimée de toute la famille. Je me sentais comme si je ne serais jamais à la hauteur. Amélie, cela n'explique pas pourquoi tu as parlé de moi de cette manière à ta sœur. » Amélie resta silencieuse un long moment, et quand elle reprit la parole, sa voix n'était qu'un murmure. Parce que quand on se sent peu sûr de soi, on essaie parfois de se sentir mieux en rabaissant les autres. Je sais que ça semble horrible, mais c'est la vérité. Au moins, tu es honnête. Madame Colette, quand vous n'êtes pas venue au mariage et que j'ai lu votre lettre, je me suis rendu compte de quelque chose de terrible. Je me suis rendu compte que j'avais essayé de transformer Julien en quelqu'un qui ferait passer mon confort avant sa propre mère. Et c'est très mal. Et comment te sens-tu à ce sujet maintenant? Je me sens honteuse, coupable et triste, parce que j'ai perdu l'occasion d'avoir une vraie relation avec la femme qui a élevé l'homme que j'aime. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait authentique, non calculée. Amélie, j'apprécie ton honnêteté, mais je dois te demander quelque chose directement. Veux-tu vraiment une relation avec moi ou veux-tu simplement arranger les choses pour que Julien soit content? Au début, j'avoue que je voulais juste arranger les choses pour que Julien ne soit pas triste. Mais ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que j'avais aussi perdu quelque chose d'important. J'ai perdu l'occasion d'avoir une mère à nouveau. Amélie,
Je ne peux pas être ta mère. Ta mère est décédée, et personne ne peut la remplacer. Mais je peux être ta belle-mère qui te respecte et qui attend le respect en retour. C'est tout ce que je veux, Madame Colette. Un respect mutuel et une chance de recommencer. Et es-tu prête à vraiment changer la façon dont tu me traites? Oui. Je ne supposerai plus que vous êtes disponible pour nous aider. Je vous demanderai avant de prévoir quoi que ce soit qui vous implique. Et j'essaierai de vous inclure comme de la famille, pas comme du personnel de service. Et si je dis non à quelque chose que tu me demandes, alors je respecterai votre décision, sans essayer de vous faire sentir coupable. Nous restâmes silencieuses quelques minutes. Je pouvais voir qu'Amélie attendait ma réponse, mais j'avais besoin de temps pour digérer tout ce qu'elle avait dit. Amélie, je vais être honnête avec toi. Je ne te fais pas encore confiance. Tu devras me prouver par des actes que ces changements sont réels, pas seulement des paroles pour te sortir du pétrin. Je le comprends parfaitement. Que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin de temps. J'ai besoin de voir comment tu me traites dans les mois à venir. Quand tu ne seras pas en crise, quand les choses reviendront à la normale. Me donnerez-vous cette chance? Oui, Amélie, je te donnerai une chance. Mais ce sera la seule. Si tu me manques de respect à nouveau, ou si tu me traites comme une employée, il n'y aura pas de seconde chance. Je comprends. Et Madame Colette, y a-t-il quelque chose de spécifique que je puisse faire pour commencer à regagner votre confiance? Je réfléchis à sa question un moment. Oui, il y a quelque chose. Je veux que tu dises à ta sœur Sophie ce qui s'est réellement passé. Pas une version édulcorée, mais la vérité complète. Je veux qu'elle comprenne que ce que vous avez dit sur moi était mal. Amélie hocha immédiatement la tête. Je l'ai déjà fait, Madame Colette. Je l'ai appelée lundi, et je lui ai tout raconté. Elle veut aussi s'excuser auprès de vous. Je n'ai pas besoin que Sophie s'excuse auprès de moi. Je ne la connais pas assez pour que son opinion m'importe. Mais j'ai besoin qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas parler de moi de cette manière quand elle vient chez moi. Elle le comprend. En fait, elle est très honteuse de ce qu'elle a dit. D'accord. Autre chose que tu veuilles me dire? Oui. Je veux vous remercier de nous avoir appris cette leçon. Je sais que ce n'était pas votre responsabilité de nous éduquer sur le respect, mais vous l'avez fait d'une manière que nous n'oublierons jamais. Amélie, je ne voulais vous apprendre aucune leçon. Je voulais juste que vous me traitiez avec dignité, et j'avais tout à fait le droit de l'exiger. Madame Colette, pensez-vous qu'un jour nous pourrons avoir une relation normale de belle-mère et belle-fille? Cela dépendra de toi, Amélie. Je suis prête à essayer si tu changes vraiment. Je vais changer, je vous le promets. Ne me promets rien. Montre-le-moi simplement. Amélie se leva pour partir, mais, avant d'atteindre la porte, elle se tourna vers moi. Madame Colette, puis-je vous demander quelque chose? Dis-moi, comment puis-je être une bonne belle-fille? Sérieusement, je ne sais pas comment faire. Sa question me surprit par sa simplicité et son honnêteté. Amélie, être une bonne belle-fille, c'est la même chose qu'être une bonne personne. Traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite. Demande avant de supposer. Respecte les limites. Et souviens-toi que derrière chaque service que quelqu'un te rend, il y a une personne qui a choisi de t'aider. Puis-je vous demander conseil quand j'aurai des doutes sur quelque chose? Si ce sont des questions sincères et non une manipulation déguisée, oui. Merci, Madame Colette, pour tout. Quand Amélie partit, je restais assise dans mon salon, ressentant un mélange d'espoir prudent et d'épuisement émotionnel. La conversation avait semblé sincère, mais seul le temps me dirait si les changements seraient durables. Les 2 semaines suivantes furent mates révélatrices. Pour la première fois en 2 ans, Julien et Amélie ne m'appelèrent pas pour demander un service. Pas de message, supposant que je serais disponible pour cuisiner, nettoyer ou garder quelque chose. Au début, je pensais qu'ils étaient en colère et me punissaient par le silence. Mais je me rendis compte ensuite qu'ils respectaient simplement mon espace comme jamais auparavant. Le premier vrai test arriva le vendredi de la 2e semaine. Julien m'appela vers 19h, et en voyant son nom sur mon téléphone, je pensais automatiquement « De quoi ont-ils besoin maintenant ?»
Mais je fus agréablement surprise. « Bonjour maman, comment vas-tu ?»« Bien mon fils. Et toi ?»« Bien aussi. Maman, je t'appelle pour te demander si tu voudrais dîner avec nous dimanche. Amélie va cuisiner et nous pensions que ce serait bien de passer du temps ensemble. » Je restais silencieuse un moment, digérant le fait qu'il m'avait fait une véritable invitation, pas une mission déguisée. « Amélie va cuisiner ? Vous n'attendez pas que je cuisine ? » ?»« Non, maman, pas du tout. Nous voulons t'inviter en tant que notre invité. Tu n'as qu'à venir et profiter. Et ai-je besoin d'apporter quelque chose ? Dessert, vin, quelque chose comme ça ? Apporte juste toi-même, maman. C'est tout ce dont nous avons besoin. » J'acceptais l'invitation, mais avec une certaine prudence. J'avais appris à ne pas faire entièrement confiance avant de voir les actes. Le dimanche, j'arrivais chez eux à 18h, avec seulement une bouteille de vin que j'avais achetée parce que j'en avais envie, pas parce qu'on me l'avait demandé. Quand Amélie ouvrit la porte, elle avait l'air nerveuse, mais sincèrement heureuse de me voir. « Bonjour, Madame Colette. C'est gentil d'être venue. Entrez, je vous en prie. » La table était dressée pour 3 personnes, avec de jolies assiettes et une décoration simple mais élégante. Je pouvais sentir quelque chose de délicieux cuire dans la cuisine. « Que cuisines-tu » demandai-je. « Poulet rôti aux légumes. J'espère que ça vous plaira. J'ai suivi une recette sur Internet, mais je ne sais pas si c'est aussi bon que votre cuisine. Je suis sûre que c'est délicieux. » Pendant le dîner, la conversation fut différente de toutes celles que nous avions eues auparavant. Au lieu de parler de leurs besoins ou de leurs projets m'impliquant, nous parlâmes de choses normales. Comment s'était passée ma semaine? Quel livre je lisais? Les nouvelles du jour. Amélie avait fait un réel effort avec le repas. Ce n'était pas parfait. Le poulet était un peu sec et les légumes un peu salés. Mais elle y avait mis du cœur. Et plus important encore, elle ne me demanda pas de l'aider à servir, à nettoyer ou à faire autre chose que de profiter du repas. « Madame Colette !» me dit Amélie en servant le dessert qu'elle avait acheté dans une pâtisserie. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Comment avez-vous rencontré le père de Julien ? Il m'en a un peu parlé, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. » Je fus surprise qu'elle veuille en savoir plus sur l'histoire de notre famille, non pas comme une information utile, mais par curiosité sincère. Je lui racontais comment j'avais rencontré Robert à l'université, comment nous étions tombés amoureux, les premières années de mariage, la naissance de Julien. « On dirait que vous avez été très heureux, » commenta Amélie. « Nous l'avons été. 30 années merveilleuses. Bien sûr, nous avons eu nos problèmes, comme tous les couples, mais nous nous sommes toujours respectés, mutuellement. Quel était le secret ? Il n'y avait pas de secret, Amélie. Juste une communication honnête et la décision quotidienne de choisir l'amour plutôt que l'orgueil. » Julien sourit. « Papa disait que maman était sa meilleure amie, en plus d'être sa femme. Et il était le mien. C'est pourquoi ça m'a fait si mal quand j'ai senti que vous ne me voyiez pas comme faisant partie de la famille, mais comme quelqu'un d'utile que vous pouviez utiliser. Ça n'arrivera plus jamais, dit Amélie fermement. Je vous le promets. Ne me promets rien, Amélie. Montre-le-moi simplement, jour après jour. » Après le dîner, quelque chose d'inattendu se produisit. Julien se leva et commença à débarrasser les assiettes. « Maman, assieds-toi et détends-toi. Amélie et moi allons nettoyer. »« Vous êtes sûre ? Je peux aider ?»« Non, maman, tu es notre invitée, » dit Amélie. « Nous nous en occupons. » Je restai assise dans le salon, écoutant Julien et Amélie dans la cuisine, lavant la vaisselle et discutant doucement. C'était la première fois en 2 ans qu'ils me traitaient comme une invitée, au lieu d'un membre du personnel. Quand ils eurent fini de nettoyer, nous nous assîmes dans le salon pour prendre un café. La conversation resta naturelle et confortable. Amélie me posa des questions sur mes amis, mes passe-temps, mes projets pour les semaines à venir. Des questions qu'une belle fille normale poserait à sa belle-mère, pas une patronne à son employé. « Madame Colette !» me dit Amélie, alors que je me préparais à partir. « Seriez-vous disponible samedi prochain pour déjeuner ? Il y a un nouveau restaurant que je voulais essayer, et j'ai pensé que cela vous plairait peut-être de nous accompagner. »
Juste déjeuner? Vous n'avez besoin de rien d'autre? Juste déjeuner, en famille. Alors oui, avec plaisir. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentis optimiste pour la première fois depuis le mariage. Il semblait que Julien et Amélie faisaient là vraiment un effort pour changer la dynamique entre nous. Les jours suivants confirmèrent mon impression. Julien m'appela en milieu de semaine, mais pas pour me demander un service. Il voulait juste savoir comment j'allais et me dire qu'il avait eu une promotion au travail. C'est merveilleux, mon fils. Félicitations. Merci, maman. Je voulais que tu sois la première à le savoir. Et comment allez-vous fêter ça? Amélie veut m'emmener dîner dans un endroit chic vendredi. Voudrais-tu nous accompagner? Une autre invitation sincère, sans agenda caché. Avec plaisir, Julien. Le vendredi soir, nous allâmes dans un magnifique restaurant du centre-ville. Amélie avait fait la réservation et s'était occupée de tous les détails. Pendant le dîner, nous célébrâmes le succès de Julien comme une famille normale. Personne ne me demanda d'organiser quoi que ce soit, de cuisiner quoi que ce soit, ou de m'occuper de quoi que ce soit. « Maman, » me dit Julien alors que nous trinquions au champagne, « je veux te remercier de nous avoir appris à être une vraie famille. » Que veux-tu dire? Avant, nous avions une dynamique toxique, où tu faisais tout, et nous en profitions. Maintenant, nous avons une vraie relation, où tout le monde contribue, et tout le monde profite. Et c'est bien mieux ainsi, ajouta Amélie. Je n'avais jamais expérimenté ce que c'était d'avoir une famille, où tout le monde prend soin les uns des autres, au lieu d'une seule personne qui s'occupe de tout le monde. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je réfléchis aux changements survenus au cours des dernières semaines. Le boycott du mariage avait été douloureux, mais nécessaire. Parfois, il faut briser quelque chose complètement pour pouvoir le reconstruire de la bonne manière. Le test important suivant arriva 2 semaines plus tard. Julien m'appela un mardi après-midi, et au ton de sa voix, je sentis qu'il était nerveux. « Maman, j'ai besoin de te demander une faveur. » Mon cœur se serra un peu. Recommençaient-ils leurs anciennes habitudes? Dis-moi, Julien. Samedi, c'est l'anniversaire d'Amélie, et je voudrais lui organiser une fête surprise. Pourrais-tu m'aider à l'organiser? Julien, me demandes-tu d'organiser toute la fête pour toi? Non, maman, pas du tout. J'ai déjà engagé le traiteur, réservé le lieu, envoyé les invitations. J'ai juste besoin d'aide pour la décoration parce que tu as très bon goût pour ces choses-là. Mais évidemment, je te paierai pour ton temps et tes idées. Je fus surprise. Julien avait fait la plus grande partie du travail seul. Il me demandait juste une aide spécifique pour quelque chose qu'il savait que je faisais bien. Et il proposait de me payer. Julien, tu n'as pas besoin de me payer pour t'aider avec la décoration. C'est quelque chose que je peux faire en cadeau pour Amélie. Mais j'apprécie que tu m'aies demandé, au lieu de supposer. Tu m'aiderais vraiment? Bien sûr. Je trouve que c'est un geste très doux de ta part. Merci, maman. Et si à un moment tu sens que c'est trop de travail, dis-le-moi simplement et j'engagerai quelqu'un d'autre. D'accord, mon fils. Cette conversation me confirma que les changements étaient pas réels. Julien avait appris à planifier ses propres événements, à ne pas supposer ma disponibilité et à offrir une compensation pour mon temps. Mais plus important encore, il avait appris à me donner une porte de sortie sans me faire sentir coupable. Le samedi de la fête d'anniversaire d'Amélie fut une révélation complète. Julien et moi passâmes la matinée à décorer le jardin de leur maison, avec des ballons dorés et des fleurs fraîches. Il avait acheté tout le matériel et n'avait besoin que de mes idées sur la façon de combiner les couleurs et où placer chaque chose. Nous travaillâmes ensemble en équipe, discutant et riant, tout en transformant l'espace. « Maman, c'est magnifique !» me dit Julien en suspendant les dernières lumières. « Amélie va être très émue. Je l'espère. On voit que tu l'aimes beaucoup. Je l'aime. Mais j'ai aussi appris qu'aimer ma femme ne signifie pas cesser de respecter ma mère. Je suis contente que tu aies appris ça, mon fils. » Quand Amélie arriva ce soir-là, prétendant qu'elle venait juste pour un dîner intime, sa surprise fut authentique et touchante. En voyant le jardin décoré et tous ses amis qui l'attendaient, elle se mit à pleurer de joie. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait tout ça.
s'exclama-t-elle en serrant Julien dans ses bras. « C'est Madame Colette qui m'a aidée avec la décoration, » lui dit Julien. « Elle a un talent incroyable pour ces choses-là. » Amélie s'approcha de moi et me fit une accolade sincère. « Merci, Madame Colette. Tout est magnifique. C'était un plaisir d'aider, Amélie. Joyeux anniversaire. » Pendant la fête, j'observais comment Julien et Amélie interagissaient avec moi. Ils m'inclurent dans les conversations. Ils me présentèrent à leurs amis comme la mère de Julien, avec fierté, pas comme la dame qui a aidé à la décoration. Ils me firent asseoir à la table d'honneur, en famille, pas à une table à l'écart comme du personnel de service. Le plus significatif fut quand une des amies d'Amélie commenta la beauté de la décoration. « Amélie, tu as un goût exquis. Où as-tu appris à décorer comme ça? » « En réalité, c'est Madame Colette qui a tout conçu, » répondit immédiatement Amélie. « Elle a un talent naturel pour ces choses-là. J'ai juste eu la chance qu'elle m'aide. » Au lieu de s'attribuer le mérite de mon travail, Amélie me le donna entièrement. C'était un petit changement, mais significatif, qui me montra qu'elle avait vraiment compris la leçon. 2 mois après le mariage désastreux, je reçus un appel inattendu. C'était Carmen, la mère qui m'avait envoyé ce message texte pendant le mariage. « Madame Colette, j'espère que vous vous souvenez de moi. Je suis Carmen, la mère d'un des enfants, au mariage de votre fils. Bien sûr que je me souviens de vous, Carmen. Comment allez-vous? » « Bien, merci. Je vous appelle parce que je voulais vous raconter quelque chose. Vous vous souvenez de Michel, le père d'Amélie? » « Oui. Qu'y a-t-il avec lui? » « Il se trouve que lui et moi nous sommes rencontrés au mariage, alors que nous essayons tous de maîtriser nos enfants sans surveillance. Nous avons commencé à parler de ce qui s'était passé avec vous, et nous étions tous les deux d'accord que ce qu'il vous avait été fait était très mal. Eh bien, nous sortons ensemble depuis, et il m'a raconté plus de détails sur la situation. Je voulais que vous sachiez qu'il a aussi réprimandé Amélie pour la façon dont ils vous ont traité. Je ris doucement. « Vraiment? Le père d'Amélie m'a défendu? » « Oui, et assez fermement. Il a dit à Amélie que vous aviez été incroyablement généreuse en préparant le buffet et que vous utiliser comme nounou sans vous consulter était inacceptable. Il dit qu'il s'est senti très gêné quand il a appris toute l'histoire. Ça me fait plaisir de savoir ça, Carmen. Madame Colette, tous les parents qui étaient à ce mariage ont été très impressionnés par ce que vous avez fait. Peu de personnes de votre âge auraient eu le courage de s'affirmer ainsi. Parfois, il faut se défendre, peu importe l'âge. » « Exactement. Et nous voulions que vous sachiez que nous vous respectons beaucoup pour cela. » Cet appel me remplit d'une satisfaction inattendue. Non seulement j'avais défendu ma dignité au sein de ma propre famille, mais mon exemple avait résonné chez d'autres personnes qui avaient été témoins de la situation. 3 mois après le mariage, Amélie m'invita à déjeuner. Juste nous deux. Nous nous retrouvâmes dans un café tranquille près de chez moi. Et pendant le repas, nous eûmes la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. « Madame Colette, puis-je vous confier quelque chose de personnel? » « Bien sûr, Amélie. Depuis ce qui s'est passé au mariage, je suis une thérapie. » « Vraiment? Pourquoi? » « Parce que je me suis rendu compte que j'ai des problèmes dans mes relations avec les figures maternelles. Après la mort de ma mère, j'ai développé des mécanismes de défense qui consistaient à dévaloriser d'autres femmes plus âgées pour me protéger émotionnellement. Cela explique beaucoup de choses. Oui, ma thérapeute m'a aidé à comprendre pourquoi je me sentais si menacée par vous au début. Vous représentiez tout ce que j'avais perdu à la mort de ma mère. Et au lieu de me permettre de regretter ma mère, j'ai décidé de faire comme si les mères n'étaient pas importantes. Amélie, ça a dû être très douloureux pour toi. Ça l'a été, mais je ne m'en rendais pas compte. Je pensais avoir surmonté la mort de ma mère, mais en réalité, j'avais seulement enfoui la douleur. Et comment te sens-tu maintenant? Je me sens plus libre, et je suis reconnaissante d'avoir une seconde chance avec vous. Amélie, j'apprécie beaucoup que tu me dises ça, et je suis heureuse de savoir que tu travailles sur toi-même. Madame Colette, me permettriez-vous de recommencer
comme si nous nous rencontrions pour la première fois. Que veux-tu dire? Je veux vraiment vous connaître, vos histoires, vos rêves, vos opinions. Pas comme la belle-mère qui peut être utile, mais comme Colette, la personne. J'aimerais beaucoup ça, Amélie. Puis-je vous poser une question? Toutes celles que tu veux. Quel rêve n'avez-vous pas réalisé lorsque vous vous êtes mariés et avez eu Julien? La question me surprit par sa profondeur. J'ai toujours voulu écrire un livre. Sur quoi? Sur les recettes de ma grand-mère et les histoires de notre famille. Mais je trouvais toujours des excuses pour ne pas commencer. Et pourquoi ne commencez-vous pas maintenant? Amélie, j'ai 72 ans. N'est-ce pas un peu tard? Madame Colette, vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre et changer une situation. Peut-être qu'il n'est pas non plus trop tard pour réaliser un rêve. Cette conversation sema une graine dans mon esprit. Au cours des semaines suivantes, je commençais à envisager sérieusement d'écrire ce livre que j'avais toujours voulu écrire. 6 mois après le mariage, Julien et Amélie m'invitèrent à dîner pour m'annoncer une nouvelle spéciale. « Maman, nous attendons un bébé !» annonça Julien avec un immense sourire. « C'est merveilleux !» m'exclamai-je en les serrant tous les deux dans mes bras. « Je vais être grand-mère !»« Madame Colette !» me dit Amélie en me prenant les mains. « Nous voulons vous demander quelque chose d'important. Dis-moi, nous voulons que vous soyez la grand-mère qui choisit à quel point elle veut s'impliquer. Nous ne supposerons rien. Nous n'attendrons pas que vous gardiez le bébé quand nous voudrons sortir. Nous voulons que vous décidiez quel genre de grand-mère vous voulez être. Et si tu veux être la grand-mère qui vient prendre le thé et raconter des histoires 1 fois par semaine, c'est parfait, ajouta Julien. Si tu veux être la grand-mère qui garde le bébé occasionnellement, c'est parfait aussi. Tu décides. Je fus émue aux larmes. Mes enfants, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. La liberté de choisir comment aimer ma famille. Et que choisissez-vous, Madame Colette? Demanda Amélie. Je choisis d'être la grand-mère qui est disponible quand on a vraiment besoin de moi, mais qui a aussi sa propre vie, ses propres projets et ses propres rêves. Parfait, dit Julien. C'est exactement ce que nous voulons. 1 an après le mariage désastreux, je publiais mon livre de recettes familiales. Il s'intitulait « Cuisiner avec amour, servir avec dignité. Recettes et réflexions d'une grand-mère moderne ». Amélie m'aida à le promouvoir sur les réseaux sociaux, et Julien organisa une fête de lancement chez eux. Lors de la présentation du livre, je réfléchis à tout ce qui s'était passé depuis cet après-midi où j'avais entendu cette conversation dans mon jardin. « Ce livre, dis-je aux invités, ne contient pas seulement des recettes. Il traite de l'importance de préserver notre dignité tout en servant les personnes que nous aimons. Il s'agit de la différence entre donner par amour et être utilisé par commodité. » Après la présentation, Amélie s'approcha de moi. « Madame Colette, j'ai quelque chose à vous avouer. » « Quoi donc? » « La personne qui a le plus inspiré ce livre, c'est vous. Votre courage à vous défendre m'a appris qu'on peut aimer profondément tout en se respectant soi-même. Amélie, cela signifie beaucoup pour moi. Madame Colette, puis-je vous appeler Maman Colette désormais? J'adorerais, ma chérie. Ce soir-là, en signant des exemplaires de mon livre, je me rendis compte que la décision de ne pas aller à ce mariage avait été la meilleure décision que j'avais prise depuis des années. Non seulement j'avais retrouvé ma dignité, mais j'avais enseigné à ma famille la véritable signification du respect mutuel. J'ai maintenant 73 ans, un petit enfant en route, un livre publié et une famille qui me traite comme la matriarche respectée que j'aurais toujours dû être. Parfois, dire non est la manière la plus puissante de se dire oui à soi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti utilisé par votre propre famille, rappelez-vous que vous méritez le respect, quel que soit votre âge. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, partagez votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire d'où vous m'écoutez. Il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité.